Est-ce que tu t'es déjà questionné sur l'étendue des VAX, des violences à caractère sexuel dans ton cégep ou ton université? Si je te dis que c'est une personne étudiante sur 3 au cégep ou à l'Uni qui a subi des VAX, est-ce que ça t'étonne? D'ailleurs, quand on parle de violences à caractère sexuel, ça réfère à des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique. Moi, c'est Léa Clermont-Dion et je m'intéresse beaucoup à la question des violences sexuelles. Alors qu'on continue notre lutte pour prévenir et combattre les VAX avec la campagne On s'écoute, cette année, on porte une attention particulière au milieu sportif. Alors, voyons comment ça concerne les sportives et les sportifs au cégep et à l'université. C'est 34 % des étudiants qui appartiennent à une équipe sportive officielle qui ont subi des VAX depuis leur arrivée au cégep. À l'université, ça monte à 42 %. L'enquête PIES dans les cégeps révèle que les athlètes sont plus de 2 fois plus nombreux à subir de la coercition sexuelle versus les non-athlètes. Mais c'est quoi de la coercition sexuelle? Ça réfère à des comportements insistants, parfois très subtils, que les gens peuvent même confondre avec du flirt maladroit. Ça peut prendre toutes sortes de formes, comme l'insistance, la pression ou le chantage pour avoir des contacts sexuels. Je te donne un exemple. Imagine un ou une coach qui dit à son athlète en riant à la blague « Wow, tes shirts te vont super bien, tu pourrais jouer plus fréquemment si tu portais ça. » On pourrait avoir tendance à se dire que c'est juste une petite blague malaisante, que c'est pas trop grave. Mais ça, c'est de la coercition sexuelle, en fait, quand ça vient d'un coach. Ça m'amène aussi à te parler du rapport d'autorité. Le rapport d'autorité, c'est quand il y a une relation inégalitaire. Une personne peut avoir une influence sur le cheminement, par exemple académique, professionnel, sportif, de l'autre personne. Ça peut être évidemment les coachs, mais aussi les responsables des centres sportifs, les personnes ressources sport-études ou encore les kinésiologues et les massothérapeutes, pour ne nommer que ces exemples-là. Dans tous les cas, il faut bien retenir que le rapport d'autorité influence directement le consentement sexuel et ça le rend invalide. Je pense que c'est aussi important d'en parler parce qu'environ 10 % des étudiantes ou étudiants athlètes au cégep et 27 % à l'université ayant subi des VAX ont mentionné que l'auteur des violences était en position de pouvoir. Quand ça arrive, par exemple, qu'un athlète subit des violences sexuelles de la part de quelqu'un en position d'autorité comme son ou sa coach, ça franchit des limites dans leur relation. La confiance et la dépendance envers la personne entraîneuse sont sérieusement affectées. Et ça peut avoir des gros impacts. La personne victime pourrait avoir peur des représailles si elle dénonce une violence subie, comme perdre du temps de jeu ou déranger la dynamique de l'équipe, par exemple. Mais tout ça ne s'applique pas juste aux relations avec les adultes affiliés au cégep ou aux universités. C'est tout à fait possible d'avoir un rapport d'autorité entre deux personnes étudiantes. On peut penser aux fameuses initiations. Il y a toujours des recrues, des rookies, des vétérans. Disons qu'il y a une étudiante qui s'appelle Alex, qui vient de rejoindre l'équipe de badminton de son cégep. Puis pendant les initiations, Alex perd un jeu d'alcool. Bien là, les personnes organisatrices qui font déjà partie de l'équipe disent à Alex qu'elle doit enlever son chandail. Elle hésite, mais on lui dit que c'est ça, la règle du jeu, que ça a toujours été comme ça. Malgré son malaise à l'idée d'être en brassière devant tout le monde, Alex enlève son chandail. Il faut comprendre ici qu'Alex se retrouve dans un rapport d'autorité. Il y a une inégalité de pouvoir entre elle et les personnes faisant déjà partie de l'équipe. Alex ne peut pas pleinement consentir à enlever son chandail en raison non seulement du contexte de consommation d'alcool, mais aussi du rapport d'autorité entre elle et les vétérans et vétéranes. Ici, je ne donne qu'un exemple, mais les initiations sportives sont assez répandues dans les équipes sportives et malheureusement, certaines formules ne favorisent pas une culture du consentement libre, éclairée et continue. En fait, parmi les athlètes qui ont subi des violences sexuelles en enseignement supérieur, c'est plus d'1 personne sur 5 qui rapporte que ça s'est déroulé dans un contexte sportif comme des initiations. D'ailleurs, une étude a montré que la majorité des athlètes croient que de vivre des initiations fait partie d'être membre de l'équipe sportive. Normaliser des initiations où le consentement n'est pas respecté contribue aux violences sexuelles et les banalise. Imagine Alex. Elle veut tellement faire partie de l'équipe qu'elle se sent obligée de suivre les consignes, même si ça signifie enlever son chandail alors qu'elle n'en a pas envie. Elle pourrait penser puis se dire « Hey, moi, je ne veux pas être la fille plate qui ne le fait pas ».
Après tout, là, Alex va passer l'année qui s'en vient et peut-être plus avec ces personnes-là. C'est normal qu'elle ressente de la pression. Mais elle n'est pas obligée d'enlever son chandail pour faire partie de l'équipe et personne ne devrait la placer dans une telle position. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les initiations. Il faut plutôt les repenser pour qu'elles deviennent des activités d'accueil et d'intégration, le fun pour tout le monde. Quand tu participes ou contribues à ces activités, pense toujours à la notion de pouvoir et à son impact sur le consentement. S'écouter, ça passe aussi par prêter attention à ces dynamiques et à s'assurer que chaque personne se sente respectée et entendue dans ses limites.